Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo un peu particulière, puisque cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude et nous allons faire le bilan de l'année 2020. Au cours de cette vidéo, nous allons aborder différents grands thèmes comme la littérature, la politique ou encore le féminisme. Au cours de cette année 2020, j'ai lu une centaine d'ouvrages, en passant par Proust, Modiano, Depardieu, Agege, Guy de Maupassant, Kerouac, Onfray, Amélie Nothomb, Céline et j'en passe. Mais si je dois faire le bilan littéraire de cette année 2020, je dirais que j'ai trois grands coups de cœur. Le premier, j'avais déjà parlé de cet ouvrage-là, c'est le roman qui s'intitule Les Impatientes de Djali Amadou Amal. Pour moi, cet ouvrage est un chef-d'œuvre littéraire, bien que l'écriture soit assez simple et assez facile de compréhension. Cet ouvrage a gagné le prix Goncourt des lycéens en France, le prix Goncourt normal étant attribué à Le Tellier pour son ouvrage L'Anomalie. J'ai réellement eu un coup de cœur parce qu'on est vraiment plongé dans une histoire troublante et on ne peut pas s'empêcher de lire la suite. En fait, on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est un fameux avantage pour moi. Et je recommande vivement cet ouvrage de Djali Amadou Amal. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à son propos que je vous recommande vivement si vous souhaitez en savoir davantage. Autre coup de cœur, c'est l'ouvrage d'Emmanuel Carrère qui s'intitule Yoga. Alors, Yoga est un livre sur le yoga, sur la dépression, sur la méditation, sur les troubles bipolaires. C'est un ouvrage de 400 pages que je recommande vraiment parce qu'il est très très touchant. En fait, nous sommes plongés dans la vie de l'auteur qui pendant 10 années a eu des hauts et des bas, des troubles bipolaires, des problèmes psychiques, psychologiques et qui va raconter au travers de la méditation, au travers du yoga, qui va raconter son parcours du combattant pour sortir de son état, entre guillemets. Et donc c'est un ouvrage que je recommande vraiment. Troisième coup de cœur, c'est La Voyageuse de nuit de la journaliste romancière Laure Adler. Et La Voyageuse de nuit, en fait, c'est une voyageuse qui va parcourir le temps et qui va aborder la notion de vieillesse. Qu'est-ce que la vieillesse? Est-ce que la vieillesse est bien considérée ou pas bien considérée dans notre société? Comment vivons-nous cette vieillesse? Et elle va aborder toutes ces questions dans cet ouvrage. Par exemple, quand on dit à quelqu'un « tu ne fais pas ton âge », mais bien sur quels critères en fait nous analysons cette situation? Autrement dit, qu'est-ce qui nous permet de dire que la personne que nous avons en face de nous ne fait pas son âge? Quels sont les critères que nous utilisons dans notre analyse? Bref, toutes ces questions, toutes ces réponses figurent dans cet ouvrage de Laure Adler qui s'intitule La Voyageuse de nuit. L'année 2020 a également été touchée par la Covid-19. J'attire votre attention sur le fait qu'on dit la Covid, d'après l'Académie française, et non le Covid, tout simplement parce que Covid vient de Coronavirus Disease, et disease signifie maladie, et maladie étant de genre féminin en français, eh bien nous disons la Covid-19. La Covid-19 a révélé pas mal de choses sur le fonctionnement de nos sociétés, le fonctionnement des individus. Je pense que le premier aspect, c'est une incapacité générale des gouvernements à diriger un pays en temps de crise. On le voit bien, que ce soit en France ou en Belgique, il y a toujours des soucis au point de vue des dates, au point de vue de la communication, au point de vue des masques, etc. Et en fait, cette incapacité de gérer la crise en tant que telle vient de ce que j'appellerais, et de ce que Michel Onfray appelle, un manque de souverainisme. En fait, on se rend compte que la mondialisation est bien présente, et je ne suis pas contre cette mondialisation, mais cette mondialisation a impliqué une dépendance face à certains pays. Et donc, quand on avait besoin d'un matériel, ou d'un masque, ou de réactifs pour les tests, eh bien on devait obligatoirement faire appel à d'autres pays, ici en l'occurrence principalement à la Chine. Et je pense, et j'espère que cette crise et que cette pandémie va modifier un petit peu les consciences de chacun des gouvernements pour qu'on revienne à une forme de contrôle et à une forme de souverainisme. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner les organisations internationales, l'ONU, l'OTAN, ou que l'on doit décapiter et démembrer l'Union européenne ou encore l'Europe, mais je pense que chaque État devrait garder un peu plus le contrôle dans ce genre de situation.
Tant qu'on est dans la crise de la Covid-19, il est important de mentionner les applications qui ont été mises en place sur les smartphones permettant de nous avertir en cas de contact avec une personne ayant été contaminée par ce virus. On a beaucoup de réticence face à cette application, et les arguments sont, selon moi, extrêmement débiles, parce qu'on n'a pas envie d'être pistonné, on n'a pas envie qu'on nous vole nos données, on n'a pas envie d'être espionné en permanence, et ce genre d'arguments, en fait, et ce genre de personnes donnant ces arguments-là, eh bien, sont souvent les personnes qui vont publier des contenus sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et donc c'est un peu paradoxal parce que Facebook, Twitter et Instagram font exactement la même chose, peut-être plus dangereusement d'ailleurs, ils volent nos données indirectement. Mais passons cet aspect-là des réseaux sociaux, je pense que si toutes les personnes qui ne veulent pas installer ce genre d'application, ces personnes-là donnent un autre argument qui est on n'a pas envie d'être espionné, mais j'ai envie de dire il y a beaucoup plus de risques à être espionné par ce qu'on appelle à l'heure actuelle un téléphone portable que par ce genre d'application. Donc je trouve que l'argumentaire proposé pour ne pas installer ces applications est, comment dirais-je, assez débile et assez paradoxal. Et enfin, j'aborderai la question des vaccins qui est vraiment tendancieuse en ce moment. On n'a pas envie de se faire vacciner, on a peur, ça a été trop vite, ça a été plus vite que prévu, plus vite que d'habitude, puisqu'en général il faut 2, 3, 4 ans, ça dépend, pour faire un vaccin. Ici, il a fallu moins de temps. En un an, quasiment, c'est bouclé, on n'a pas encore de recul, on ne sait pas vraiment s'il y aura des effets secondaires, etc. Et les personnes ne veulent pas se faire vacciner. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'avant qu'on parle même du vaccin, certaines personnes disaient « dès qu'on aura le vaccin, ça ira mieux, donc on pourra reprofiter de la vie, etc. » Et puis maintenant qu'on a les vaccins, on a l'argument suivant « ah non, on attend que l'autre se fasse vacciner parce qu'on n'est pas certain qu'on aura des effets secondaires, etc. » J'ai envie de dire c'est un comportement purement égoïste et ça montre encore une fois que pendant cette pandémie il y a eu une incapacité des gouvernements à gérer, mais il y a aussi eu un manque, mais très clair, de civisme d'une bonne partie de la population qui n'a pas voulu respecter les règles, même si la grande majorité essaye de le faire. Et je pense que cette réticence face à ce vaccin n'a pas lieu d'être. Nous devons faire confiance envers toutes les sociétés pharmaceutiques qui se sont toutes mobilisées et qui ont monopolisé tout leur budget pour créer ce vaccin. Je pense qu'on peut leur faire confiance à 100%. Ceci dit, quel que soit le vaccin, on n'est jamais sûr d'être immunisé à 100%. Quand vous faites le vaccin du tétanos ou quand vous faites le vaccin de la grippe, il y a toujours un risque d'avoir la grippe, même si vous avez fait le vaccin. Donc je pense que la question de se faire vacciner n'a pas lieu d'être. On devra et on doit, selon moi, tous et toutes se faire vacciner. Certains plus rapidement que d'autres, c'est ce qu'on appelle les personnes à risque, mais personnellement, si je dois me faire vacciner, je le ferai sans hésiter. Et enfin, pour clôturer cette vidéo sur l'année 2020, parlons du féminisme. Les éléments que je vais mentionner dans cette vidéo seront considérés par certains comme des avancées et par d'autres comme des reculs. Donc ici, c'est un jugement purement subjectif que je vais énoncer dans quelques instants. Les avancées sont selon moi la dépénalisation de l'avortement dans certains pays ou l'allongement de la durée de l'avortement et donc l'allongement du délai légal. Pour moi, il y a eu des reculs dans certains pays où l'on pénalise directement l'avortement, et c'est le cas de la Pologne ou encore de l'Équateur. Le féminisme a le vent en poupe et touche tous les domaines de la société. Il y a toutefois un domaine avec lequel je suis totalement opposé, c'est le domaine linguistique, le domaine de la langue française. Alors on a l'apparition de la féminisation des professions. Je ne peux pas dire que je suis contre la féminisation des professions, mais je dirais juste qu'il faut faire extrêmement attention quand on veut absolument tout féminiser, parce que parfois on n'a pas vraiment le même sens. Si on dit monsieur l'ambassadeur et madame l'ambassadrice, on n'a pas vraiment la même notion, puisque l'ambassadrice, une ambassadrice de quelque chose, c'est l'égérie d'une marque ou d'un concept ou que sais-je. Tandis que si on dit madame l'ambassadeur, ici on a vraiment la même fonction que monsieur l'ambassadeur. Donc on est réellement sur le même pied. Certains féministes seraient totalement opposés avec ce que j'énonce maintenant, mais je pense qu'en disant madame l'ambassadeur, on ne porte pas
atteinte à l'intégrité de la personne ou de la fonction, et il n'y a aucun dénigrement dans ces propos. Donc je pense que la féminisation des professions est intéressante, mais ne peut pas se produire dans tous les cas. Par exemple, on dira un cafetier, mais pour une dame qui tient un café, je vois mal l'appellation cafetière. Bonjour, tu fais quoi dans ta vie? Je suis une cafetière. Je trouve que c'est un peu risible et un peu déplacé. On a un autre phénomène qui apparaît dans la société, c'est l'écriture inclusive. Et là, je tiens à dire d'emblée que je suis totalement opposé à cette écriture inclusive parce que ça rend les textes illisibles et on ne se rend pas compte des difficultés que cela peut engendrer. Alors, les difficultés, elles sont déjà bien présentes dans la langue française, avec des lettres qui ne se prononcent pas, avec des accords spéciaux, avec des irrégularités, avec des genres différents, un amour, mais des amours, ça passe au féminin, etc., etc. Donc, la langue française est une langue assez complexe, chaque langue a sa particularité, mais si en plus on rajoute l'écriture inclusive, imaginez des livres écrits en écriture inclusive, et que des enfants doivent apprendre à lire avec cette écriture inclusive. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas faire comprendre à un enfant que s'il y a un point entre chair, chère, c'est parce qu'on veut englober les hommes et les femmes. Ça n'a pas vraiment de sens selon moi. Et le troisième point que je voulais aborder en parlant de féminisme, c'est l'écriture non genrée ou l'écriture non binaire. Je trouve, et je vais peut-être choquer des personnes, que c'est totalement absurde. Parce que, d'un point de vue biologique, et j'ai des connaissances très très limitées en la matière, mais d'un point de vue biologique, on est tous hommes ou femmes. Et si on décide de faire une transition, très bien, je n'ai aucune opposition à ce niveau-là, mais on reste homme ou on reste femme, puisqu'on a toujours un sexe qui est défini biologiquement. Le fait que l'on veuille écrire de manière non binaire ou non genrée engendre un français catastrophique et incompréhensible. Je suis désolé, mais quand on dira avocate, parce qu'on ne veut pas dire un avocat, une avocate, ou quand on dira yel est bello, pour dire il est beau ou elle est belle, quand on dira la, mais alors la s'écrit L-A-E, et qu'on dira l'affreur pour dire le frère ou la sœur, vous avez les exemples qui sont inscrits ici, bien, je pense que ça rend le français encore plus incompréhensible. Alors imaginez si on mélange l'écriture inclusive avec l'écriture non genrée ou non binaire, on arrive à une nouvelle forme de langue, clairement. Donc je pense que le féminisme était extrêmement important, était, est et sera extrêmement important, mais que ce genre de combat à travers la langue n'a pas lieu d'être. Il y a des choses beaucoup plus importantes, on n'a toujours pas brisé le plafond de verre, on n'a toujours pas réduit les inégalités entre les hommes et les femmes, et je pense que c'est avec ça qu'on doit commencer la lutte féministe, et pas avec des pacotilles et des pécadilles périphériques, comme j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, où on s'attaque à la langue, et parce que l'on dit un auteur, une autrice, ou que l'on dit un ambassadeur, une ambassadrice, ça y est, on a résolu le problème d'une société phallocrate, on a résolu les mentalités machistes, et on a résolu l'écart salarial. Absolument pas, c'est d'une absurdité totale. Voilà, c'est la fin de ma vidéo YouTube, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à laisser un commentaire. Je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, une bonne année 2021. Profitez bien en famille, reposez-vous. N'hésitez pas à continuer à lire, mais profitez bien de l'instant présent, tout en respectant les gestes barrières, tout en respectant les règles sanitaires, et je vous retrouve en 2021 avec plein d'idées, plein de reportages, plein de podcasts et encore une pléthore de livres à découvrir. A très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.